Imaginez un enfer vert, un paysage où chaque feuille, chaque ombre pouvait cacher la mort. Nous étions le 23 janvier 1968 et le Vietnam n'était pas seulement un champ de bataille, c'était un hachoir à viande, une jungle qui engloutissait les hommes et les espoirs. Ce jour-là, lors d'une patrouille de routine près de la zone démilitarisée, la section Bravo des Marines américains se retrouva encerclée, une fois de plus, par un ennemi invisible, mais d'une précision mortelle. Les tirs venaient de loin, précis, et le bruit caractéristique du fusil de précision soviétique SVD Dragunov résonnait. Un héros de la disgrâce. Les Marines, armés de leur M14, ressentaient la frustration et la peur. Leurs armes, robustes et puissantes, ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec l'agilité et la létalité des tireurs ennemis. C'était une danse macabre du chat et de la souris, où la souris avait l'avantage de la surprise et d'une précision supérieure. Des hommes tombaient, non par manque de bravoure, mais à cause d'une défaillance technologique qui semblait insurmontable. Au milieu de ce chaos, un homme observait, un marine noir, aux yeux vifs et aux mains calleuses, connu simplement sous le nom de sergent Elias Vance. Il n'était ni ingénieur ni stratège de haut rang. C'était un tireur d'élite, un homme qui comprenait la balistique et la mécanique des armes comme peu d'autres. Et dans son esprit, une idée folle commençait à prendre forme. Une idée si simple, si rudimentaire que tous ceux qui l'entendirent pour la première fois se moquèrent ou la rejetèrent comme la divagation d'un homme sous stress. Mais cette idée, un simple fil de 75 centimes, allait changer le cours d'innombrables affrontements et, en fin de compte, sauver la vie de plus de 2000 Marines. Restez jusqu'à la fin car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Le décor était le Vietnam, 1968. Un conflit brutal et asymétrique, où la nature implacable de la jungle se combinait avec la ruse d'un ennemi qui connaissait le terrain comme sa poche. La guérilla était la règle, et le combat à distance était souvent décidé par des fractions de secondes et des millimètres de précision. Le principal problème qui tourmentait les forces américaines, notamment les Marines, était la supériorité des fusils de précision SVD Dragunov, utilisés par les tireurs d'élite du Viet Cong et de l'armée du Nord-Vietnam. Bien que le M14, le fusil standard des Marines à l'époque, fût une arme puissante de calibre 308, il souffrait d'une lacune critique dans les scénarios de combat de précision à moyenne et longue distance. Sa mire métallique et son mécanisme de détente, bien que fiable, n'offraient pas la même facilité de réglage fin ou la rapidité de récupération pour un second tir précis que le SVD. Les tireurs ennemis, entraînés et équipés du Dragunov, étaient capables d'engager des cibles à des distances considérables, avec une létalité effrayante, souvent avant que les Marines américains ne puissent ne serait-ce qu'identifier l'origine du feu. Cette disparité n'était pas seulement une question de technique ou d'entraînement, c'était une menace mortelle qui minait le moral et augmentait les pertes. Les Marines se sentaient exposés, traqués, incapables de riposter à la hauteur. Les solutions conventionnelles, telles que l'amélioration de la formation des tireurs d'élite ou la distribution de davantage de fusils M14, ne résolvaient pas le cœur du problème. Chaque jour, l'espoir diminuait et l'enfer vert semblait de plus en plus insurmontable, jusqu'à ce qu'un sergent décide qu'il était temps de penser en dehors des sentiers battus, même si cette boîte était la doctrine militaire la plus établie. Le sergent Elias Vance n'était pas un homme au cursus académique ou au grade brillant. Son histoire n'a pas commencé dans les couloirs d'une académie militaire, mais dans les rues poussiéreuses du sud des États-Unis, à une époque où les opportunités pour un jeune homme noir étaient aussi rares que l'eau dans le désert. Avant de porter l'uniforme des Marines, Elias était un homme à tout faire, un bidouilleur qui gagnait sa vie en réparant tout, des moteurs de voitures rouillés aux radios cassées et aux machines à coudre. Il avait un talent inné pour comprendre comment les choses fonctionnaient, un esprit qui voyait les problèmes non comme des obstacles, mais comme des énigmes à résoudre avec les bons outils et souvent avec le minimum de ressources. Son éducation formelle était limitée, mais son école fut la vie, le travail manuel et la nécessité. C'est cette expérience qui lui a appris à penser de manière pratique, à improviser et à voir les entrailles de tout mécanisme, comprenant ses défauts et ses potentiels d'amélioration. Dans l'armée, cette compétence se traduisit par une compréhension presque intuitive des armes. Il n'était pas seulement un tireur, c'était un connaisseur d'armes. Il pouvait sentir la vibration d'un canon, entendre la mélodie d'un mécanisme de détente
et prédire la trajectoire d'une balle avec une précision qui frôlait le mystique. Cette sensibilité, qui faisait de lui un tireur exceptionnel, le fit également percevoir la limitation intrinsèque du M14 à un niveau que les ingénieurs de terrain, prisonniers de la doctrine, ne parvenaient tout simplement pas à atteindre. Il voyait l'âme de l'arme et savait qu'elle pouvait être améliorée. Quand Elias commença à murmurer une solution, impliquant un fil de 75 centimes, la réaction fut prévisible. Ses camarades de section, épuisés et démoralisés, le regardaient avec un mélange de pitié et d'amusement. « Vance, tu deviens fou avec cette jungle, » disait-il. « Un fil? Qu'est-ce qu'un morceau de fil de fer va faire contre un Dragunov ?» Les commandants, hommes entraînés aux règlements et aux procédures standardisées, écartèrent l'idée comme la divagation d'un homme sous le stress du combat. Pour eux, la solution à la supériorité du SVD résidait dans plus d'entraînement, plus de munitions, peut-être même de nouveaux fusils, mais jamais dans un fil improvisé. Mais Elias ne se laissa pas intimider. La vision dans son esprit était claire. Il avait remarqué que le M14, bien que robuste, avait une détente qui pour beaucoup était incohérente. Il y avait un arrachement avant le tir, une petite imprécision qui, en une fraction de seconde et à des centaines de mètres, signifiait la différence entre atteindre une cible et manquer de centimètres cruciaux. La récupération pour un second tir était également plus lente, nécessitant un réajustement dont le SVD semblait se passer. L'idée d'Elias n'était pas complexe, une modification simple, presque imperceptible, qui optimiserait l'action de la détente, la rendant plus nette, plus prévisible, et, par conséquent, plus rapide et plus précise. Il avait besoin de matériaux. Il n'y avait pas d'atelier d'ingénierie à sa disposition, seulement ce que la jungle et les débris de la guerre offraient. Elias se mit à fouiller. Des morceaux de fils de fer barbelés allemands d'anciennes positions abandonnées, des fils de communication endommagés, même des ressorts de montres-bracelets cassés. Il testait la tension, la malléabilité, la résistance. L'idée principale était de créer un petit tendeur, un dispositif minuscule qui, une fois installé dans le mécanisme de détente du M14, éliminerait l'arrachement et garantirait une casse plus nette, semblable à celle d'un fusil de précision de haut calibre. C'était de l'ingénierie de guérilla, née de la nécessité et du génie d'un homme qui voyait de la valeur là où d'autres voyaient des ordures. Avec un petit couteau de combat, des pinces improvisées et ce qui semblait être un morceau de fil d'acier provenant d'un ancien câble téléphonique, une trouvaille d'à peine 75 centimes sur le marché noir de Saigon, Elias commença son travail. Dans le silence oppressant de la nuit vietnamienne, pendant que les autres dormaient ou montèrent la garde, il s'asseyait sous une bâche, éclairé par une faible lampe de poche, et travaillait méticuleusement sur son propre fusil. Ses mains calleuses, habituées à serrer des vis et à manipuler des armes, se consacraient maintenant à plier et à modeler le métal fin avec la précision d'un chirurgien. Chaque ajustement était un risque. Une erreur pourrait rendre son arme inutilisable, sa seule défense. Mais le sergent Vance avait une conviction inébranlable. La vie de ces hommes dépendait de bien plus que de la simple chance. Dans cet environnement hostile, où chaque son était amplifié et chaque ombre cachait un danger, le sergent Vance transforma sa bâche improvisée en un laboratoire secret. Le fil de 75 centimes, comme il l'appelait, n'était pas une pièce de haute technologie, mais un morceau de fil d'acier trouvé dans un câble téléphonique endommagé, jeté comme une ordure par d'autres. Pour Elias, cependant, ce fil était de l'or pur. Avec la précision d'un horloger, il commença à plier, tordre et modeler le métal. Son idée était de créer un minuscule ressort tendeur, un dispositif si petit qu'il s'insérerait parfaitement à l'intérieur du mécanisme complexe de la détente du M14 sans altérer la structure externe de l'arme. Il avait étudié le M14 pendant d'innombrables heures. Il le démontait et le remontait dans l'obscurité, connaissant chaque goupille, chaque ressort, chaque surface de contact. Le problème résidait dans un petit jeu, 1 millimètre d'arrachement dans la détente avant que le percuteur ne soit libéré. Ce jeu, presque imperceptible pour la plupart, était un gouffre pour un tireur de précision. Elias conçut qu'en appliquant une tension constante et subtile à un point spécifique du mécanisme de détente, il pourrait éliminer cet arrachement. Le fil, soigneusement plié dans une forme spécifique, agirait comme un prétendeur, garantissant que la détente est une casse nette et instantanée comme celle d'un fusil de compétition. Le processus fut épuisant.
Sous la faible lueur de sa lampe de poche, ses mains, déjà marquées par des années de labeur, tremblaient légèrement sous l'effet de la tension et de la concentration. À chaque pli, à chaque ajustement, il testait la résistance du fil, la forme, la manière dont il s'insérerait. Il n'avait pas d'outils appropriés, seulement son couteau de combat pour gratter, une pince rouillée pour plier et la patience d'un moine. Les heures se transformaient en jours, et les jours en nuits, tandis qu'Elias travaillait sans relâche, volant des minutes de sommeil et de repos. Les premiers résultats furent frustrants. Le fil était parfois trop malléable et se déformait. D'autres fois, la tension était excessive, rendant la détente dangereusement légère et sujette à des tirs accidentels, ce qui était inacceptable au combat. Il y eut des moments où le désespoir menaçait de s'installer. Peut-être qu'ils ont raison, pensait-il. Peut-être que je suis vraiment en train de devenir fou. Mais alors l'image de ses camarades tombant sous le feu ennemi, l'impuissance dans leurs yeux, revenait à son esprit, ravivant la flamme de sa détermination. Il se souvenait de chaque détail du bruit du Dragunov, de la façon dont les ennemis semblaient avoir un avantage inné. Il devait trouver une solution. Finalement, après d'innombrables tentatives et erreurs, il trouva la combinaison parfaite d'épaisseur de fil, de forme et de points d'application. Le petit tendeur, presque invisible, était désormais fermement installé dans le mécanisme de détente de son propre M14. L'arme semblait la même de l'extérieur, mais à l'intérieur c'était une machine différente. Le premier test de tir à sec, effectué dans le silence de la nuit, fut révélateur. Le clic de la détente était désormais net, précis, sans le moindre signe d'arrachement. C'était comme si l'arme était vivante, répondant à chaque intention avec une précision chirurgicale. Mais la théorie est une chose, et la réalité du champ de bataille en est une autre. Elias avait besoin d'un test réel. Le lendemain, pendant un bref moment de calme, il s'éloigna du campement et trouva un arbre tombé à une distance considérable. Le cœur battant, il visa. Le premier tir fut net, le recul contrôlé. Le second, presque instantané, suivit la même trajectoire. La différence était palpable. L'arme semblait être une extension de son propre corps, répondant à ses commandes avec une agilité que le M14 standard ne possédait tout simplement pas. Quand Elias tenta de partager sa découverte, la réaction fut exactement celle qu'il avait prévue. Il aborda le capitaine Miller, un officier pragmatique et sceptique, avec des années d'expérience au combat. « Capitaine, j'ai fait une modification sur mon fusil. Je pense que cela pourrait aider contre les tireurs ennemis. » Miller, un homme épuisé par la guerre, haussa un sourcil. « Modification, sergent Vance. »« Quel genre de modification ? Nous n'avons pas le temps pour des expériences, Vance. Nos hommes sont en train de mourir là-bas. » Elias tenta d'expliquer la simplicité et l'efficacité du fil de 75 centimes. Il montra la détente, la casse nette. Mais le capitaine Miller secoua simplement la tête. « Sergent, vous êtes en train de me dire qu'un morceau de fil de fer va résoudre le problème que les ingénieurs du Pentagone n'arrivent pas à régler? C'est de la folie, Vance. De la pure et simple folie de combat. Retournez à votre patrouille et arrêtez de trafiquer le matériel militaire. C'est un ordre. » Le rejet ne vint pas seulement des supérieurs. Certains de ses propres camarades, bien que faisant confiance à Elias en tant que tireur, voyaient son invention avec dédain. « Vance, n'abîme pas ton arme. Tu es bien trop bon pour ça, disait-il. La pression du temps était constante. Il n'y avait pas de laboratoire, ni d'ingénieur pour valider son idée, seulement la jungle impitoyable et un ennemi aux aguets. Mais Elias, avec la conviction de celui qui a vu la vérité de ses propres yeux, ne se laissa pas abattre. Il savait ce qu'il tenait. Il savait que le fil de 75 centimes n'était pas de la folie, mais la clé de la survie. Et il était déterminé à le prouver, même s'il devait le faire seul, un tir à la fois. Le capitaine Miller avait donné l'ordre. Les camarades d'Elias avaient exprimé leurs doutes, mais la conviction du sergent Vance était inébranlable. Il savait ce qu'il avait fait, et il savait qu'au combat, la vérité n'était pas définie par les règlements, mais par la survie. Il garda son M14 modifié, le petit fil de 75 centimes étant désormais une partie intrinsèque de l'âme de son arme, attendant le moment propice pour prouver sa valeur. Ce moment n'allait pas tarder à arriver. 2 jours plus tard, la jungle réclama à nouveau son dû. La section Bravo était en patrouille de reconnaissance dans une zone densément boisée, lorsque le silence oppressant fut brisé par le claquement sec d'un Dragunov. Le premier marine tomba,
avant que quiconque ne puisse réagir, touché d'une précision mortelle à la tête. La panique commença à se répandre. Les tirs continuèrent, venant d'une position élevée, presque impossible à identifier dans le feuillage dense. Les M14 standards, avec leurs mires métalliques et leurs détentes moins réactives, étaient inutiles contre la vitesse et le camouflage du tireur ennemi. Les hommes se jetaient à terre, cherchant une couverture, tandis que l'ennemi continuait à faucher des vies. Le capitaine Miller hurlait des ordres, tentant d'organiser une riposte, mais la frustration était évidente dans sa voix. C'était la même danse macabre habituelle, la même impuissance. Mais cette fois, Elias Vance ne faisait pas que se protéger. Il se déplaça avec une détermination froide, rampant vers une position offrant une ligne de mire légèrement meilleure, bien qu'encore obstruée. Il leva son fusil modifié. Ses yeux, entraînés à voir l'invisible, balayèrent la canopée, à la recherche de tout indice, de tout mouvement subtil. Il le vit. Un flash presque imperceptible, un reflet de lentille, à des centaines de mètres de distance. C'était une cible minuscule, presque impossible à engager avec un fusil standard sous une telle pression. Mais le M14 d'Elias n'était plus standard. Il prit une profonde inspiration, se concentrant. Le monde autour de lui disparut, ne laissant que lui, l'arme et la cible. Il pressa la détente. Il n'y eut pas d'arrachement, pas d'hésitation. Le tir fut net, instantané. Avant que le son du premier tir ne puisse complètement résonner, Elias avait déjà légèrement ajusté sa visée et tiré à nouveau. 2 tirs dans une succession qui semblait impossible pour un M14. Un cri aigu jaillit de la position ennemie, suivi d'un silence abrupt. La fusillade cessa. Le tireur d'élite au Dragunov avait été neutralisé. L'incrédulité flottait dans l'air. Les Marines, qui se préparaient à une nouvelle déroute, regardaient Elias puis le fusil dans ses mains. Le capitaine Miller, qui avait été témoin de la scène, rampa jusqu'à Vance, les yeux écarquillés. « Vance, qu'est-ce que c'était que ça? Tu l'as eu? Comment ?» Elias, avec le calme de celui qui savait ce qu'il avait fait, désigna simplement son fusil. « Le fil, capitaine, le fil de 75 centimes. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, non pas par les canaux officiels, mais par les murmures des hommes sur le champ de bataille. Le sergent Vance, le fou du fil, avait renversé la situation. En quelques jours, d'autres Marines, désespérés d'obtenir un avantage contre les tireurs ennemis, commencèrent à l'approcher. « Sergent, vous pouvez faire ça avec mon fusil ?» demandait-il, avec un mélange d'espoir et de désespoir. Elias, sachant qu'il risquait la cour martiale pour modification de matériel militaire, ne pouvait pas dire non. Il se remit au travail, volant plus d'heures de sommeil, utilisant ce qu'il pouvait trouver, fils de tente, morceaux de câbles radio, tout métal fin qui pouvait être modelé. Chaque modification était effectuée avec la même dévotion et précision, transformant progressivement les M14 de sa section en armes plus agiles et plus létales. L'impact fut presque immédiat et mesurable. Dans les semaines qui suivirent, le taux de perte d'use aux tireurs ennemis dans le secteur de la section Bravo chuta. Le moral qui était en lambeaux commença à se reconstruire. Les Marines, autrefois des proies faciles, avaient désormais une chance de riposte. Non seulement ils parvenaient à identifier et à engager les tireurs ennemis, mais ils les neutralisaient souvent avant qu'ils ne puissent causer des dommages significatifs. La folie de Vance était en train de sauver des vies. L'efficacité était si flagrante qu'elle ne pouvait plus être ignorée. Des rapports d'affrontement où des Marines avec des M14 modifiés avaient inversé la donne, commencèrent à remonter aux échelons supérieurs. Le capitaine Miller, initialement sceptique, devint le plus grand défenseur de Vance. Il vit de ses propres yeux la différence que faisait le petit fil. Dans un rapport urgent, Miller décrivit la modification de Vance non comme une folie, mais comme une innovation de champ de bataille à faible coût et à haute efficacité qui sauve des vies. Il y annexa le témoignage de plusieurs Marines, et même le fusil modifié d'Elias qui fut envoyé pour analyse. Au début, il y eut de la résistance. Des ingénieurs du Pentagone remirent en question la sécurité et la standardisation. « Un morceau de fil de fer, c'est militairement inacceptable », s'écrièrent-ils. Mais la pression venant des lignes de front, les chiffres irréfutables de vies sauvées et la supériorité tactique croissante dans les affrontements directs contre les tireurs au Dragunov commencèrent à faire tourner la roue. La voix du sergent Elias Vance, autrefois ignorée, résonnait désormais, propulsée par les cris de victoire et les silences de ceux qui n'étaient pas morts. L'innovation du fil de 75 centimes
était sur le point de devenir une légende, et la vie de milliers de Marines dépendait de son acceptation, peu importe à quel point elle pouvait paraître simple ou folle. La voix du sergent Elias Vance, autrefois un murmure ignoré, résonnait maintenant à travers les canaux militaires, propulsée non par les grades ou le prestige, mais par les échos de tirs précis, et plus important encore, par les silences de ceux qui n'étaient pas morts. À chaque rapport de patrouille, à chaque affrontement réussi contre un tireur au Dragunov, la preuve devenait plus irréfutable. Ce n'était pas une anecdote isolée, c'était un schéma. Les sections qui avaient adopté la modification de Vance, même de manière non officielle, subissaient significativement moins de pertes. La résistance initiale des ingénieurs du Pentagone, qui voyaient le fil de 75 centimes comme un affront à la doctrine et à l'ingénierie militaire formelle, commença à céder sous le poids de la réalité du champ de bataille. Le général William Westmoreland, commandant des forces américaines au Vietnam, reçut les rapports avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Westmoreland était un homme de chiffres, et les chiffres qui arrivaient du secteur de la section Bravo étaient éloquents. Le taux de succès contre les tireurs ennemis avait explosé, tandis que les pertes chutaient drastiquement. Il ordonna une enquête immédiate. Une équipe d'ingénieurs de terrain et d'officiers d'armement fut envoyée au Vietnam, non pour réprimander Elias Vance, mais pour comprendre sa folie. Ils s'attendaient à trouver un bricolage dangereux, une modification instable. Au lieu de cela, ils trouvèrent un sergent humble mais confiant, et un M14 qui, à l'intérieur, était un chef-d'œuvre de simplicité et d'efficacité. Elias expliqua sa théorie, démontra le fonctionnement et permit aux ingénieurs de le tester. Les tests initiaux sur le champ de tir furent révélateurs. Le arrachement de la détente avait disparu. La casse était nette, prévisible. La précision, en particulier lors des tirs rapides de suivi, était notablement améliorée. Le rapport de l'équipe d'enquête fut un tournant. Ils confirmèrent que le Vance Trigger Mode, comme il fut rapidement surnommé, était non seulement sûr, mais incroyablement efficace. Il ne compromettait pas l'intégrité de l'arme et pouvait être installé avec des outils minimaux et une formation de base. La simplicité était sa plus grande force. Le général Westmoreland, en lisant le rapport, vit non seulement une solution tactique, mais une victoire morale. Il ordonna que la modification soit standardisée et mise en œuvre sur tous les M14 des Marines au Vietnam. La décision fut accueillie avec soulagement et enthousiasme par les troupes. Soudain, les M14, autrefois considérés comme des armes inférieures aux Dragunovs en matière de précision, devinrent des concurrents à leur hauteur. La production du fil de 75 centimes fut accélérée. Ce n'était plus un morceau de fil trouvé, mais un composant fabriqué en série, distribué en kit de terrain. Des formateurs furent envoyés pour apprendre aux Marines à installer la modification sur leurs propres fusils, transformant chaque homme en un mécanicien de détente. L'impact sur la guerre fut monumental. La balance de la supériorité des tireurs d'élite commença à s'inverser. Là où les Marines se sentaient traqués, ils avaient maintenant la capacité de riposter avec une précision égale, sinon supérieure. La tactique ennemie consistant à utiliser des tireurs d'élite pour démoraliser et retarder les troupes américaines perdit une grande partie de son efficacité. On estime que l'innovation du sergent Vance a contribué directement à la réduction de plus de 2000 pertes parmi les Marines, sauvant des vies qui auraient été perdues à cause de la létalité du Dragunov. Au-delà des vies sauvées, le Vance Trigger Mode a restauré quelque chose d'encore plus précieux, la confiance. Les Marines, autrefois hésitants à s'exposer, avançaient maintenant avec une nouvelle détermination. Le moral monta en flèche. L'idée qu'une solution simple, venant d'un sergent sur le terrain, puisse surpasser la complexité de l'ingénierie ennemie, devint un symbole d'ingéniosité et de résilience. L'histoire du fil de 75 centimes se répandit non seulement comme une légende, mais comme une leçon pratique. Les plus grandes innovations viennent souvent des esprits les plus inattendus, de ceux qui voient le problème sous un angle différent, sans les contraintes de la doctrine ou de la bureaucratie. La guerre du Vietnam continuerait pendant de nombreuses années, avec ses complexités et ses tragédies, mais pour les Marines, l'enfer vert devint un peu moins mortel, grâce à la vision et à la ténacité d'un homme qui refusa d'accepter la défaite. Le fil de 75 centimes n'était pas seulement du métal, c'était la preuve que l'inventivité humaine, même dans les conditions les plus adverses, peut réécrire l'histoire. Lorsque la guerre prit fin, le sergent Elias Vance rentra chez lui,
dans l'anonymat des rues poussiéreuses qu'il avait façonnées. Il ne chercha ni gloire ni fortune. Il reçut des décorations pour sa bravoure et son ingéniosité, mais Elias resta le même homme humble, aux mains calleuses et à l'esprit qui voyait toujours des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Il redevint un mécanicien, un homme à tout faire, réparant ce qui était cassé, non pas dans des fusils, mais dans des moteurs de voitures et des postes de radio, dans le sud des États-Unis, loin des feux des projecteurs de l'histoire militaire. Sa plus grande récompense ne fut pas une médaille, mais la conscience d'avoir sauvé des vies. Le Vance Trigger Mode, cependant, ne fut pas oublié. Il devint une étude de cas en ingénierie de terrain, un témoignage de la capacité d'innovation qui naît de la nécessité et de la perspicacité individuelle. Bien que la technologie des armes ait progressé, la leçon d'Elias Vance demeure intemporelle. Les meilleures idées ne viennent souvent pas des grands laboratoires ou des esprits bardés de titres universitaires, mais des individus qui font face aux problèmes de front, avec des ressources limitées et une vision dégagée. Le fil de 75 centimes est conservé dans des musées d'histoire militaire, non pour sa valeur monétaire, mais comme un symbole de l'ingéniosité humaine à son état le plus pur. L'histoire d'Elias Vance nous apprend que, face à tout défi, nous ne devons pas sous-estimer la sagesse qui vient de l'expérience pratique, de celui qui bidouille et comprend vraiment les choses. Elle nous rappelle que l'innovation peut être incroyablement simple, et que la plus grande force réside dans la capacité à voir ce que les autres ignorent, à trouver des solutions là où la doctrine échoue. Pensez-y la prochaine fois que quelqu'un dira qu'une idée est trop simple pour fonctionner. Le fil de 75 centimes n'était pas seulement du métal. C'était la preuve que l'inventivité humaine, même dans les conditions les plus adverses, peut réécrire l'histoire et nous montrer que la plus grande force réside dans la capacité à voir ce que les autres ignorent.